Bonsoir, bienvenue à cette cinquième séance débat, projection débat de la RMCDH en ligne. Et donc ce soir, c'est une séance de discussion avec Leila Slimani suite à la diffusion du film Nora Rêve de Hind Boujelma qui a été diffusé hier. Bonsoir Leila. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Donc, je vais rappeler rapidement l'histoire du film. Le film Nora raconte l'histoire donc de Nora, une femme mariée et mère de famille de 3 enfants, qui vit une histoire d'amour avec Lassad, un mécanicien, pendant que son époux Jamal purge une peine de prison. Nora et Lassad donc vivent une aventure extra-conjugale et avec la peur d'être condamnée, puisque la loi tunisienne condamne jusqu'à 5 ans de prison l'adultère. Pendant la détention de son mari, Nora va entamer une procédure de divorce, mais juste à quelques jours avant la décision du juge, son mari bénéficie d'une grâce présidentielle et va sortir de prison. Et le film commence. Alors, Hind Boujelma est une réalisatrice et scénariste belgo-tunisienne. Elle a collaboré à l'écriture de plusieurs de scénarios de nombreux longs métrages tunisiens et a elle-même réalisé plusieurs courts métrages et documentaires. Elle est membre de l'organisation des journées cinématographiques de Carthage en 2014 et Nora Rêve est son premier long métrage de fiction sorti en 2019. Pardon. Alors, et ce soir, avec nous, Leila Slimani. Leila Slimani, qui est journaliste et écrivaine franco-marocaine. Elle est l'auteure de plusieurs romans, dont son deuxième roman, Chanson douce, pour lequel elle a reçu le prix Goncourt. Leila est aussi très engagée dans la cause féministe et elle est, avec notamment Sonia Trab, l'initiatrice du collectif des Hors-la-Loi, ou aussi connu sous le nom collectif 490, qui a été créé en septembre 2019 dans un contexte particulier qui était celui de la condamnation, qui était en réaction à la condamnation de la journaliste Hajar Raissouni pour relations sexuelles hors mariage et avortement illégal. Depuis, le collectif grandit et continue son action et milite pour la suppression des lois qui condamnent les relations sexuelles entre adultes consentants. Et parmi ces lois, nous avons plusieurs articles, dont l'article 490, mais aussi l'article 491 et 492, qui condamnent spécifiquement les relations adultères. Alors, contrairement à la Tunisie, je crois au Maroc que l'article prévoit des peines qui vont de 1 mois à 1 an de prison. Voilà. Et chose assez aussi intéressante à noter, c'est que la personne qui est reconnue coupable, qui est accusée ou suspectée d'adultère, peut être poursuivie par son mari, mais même dans le cas où son mari ou son épouse d'ailleurs, où la femme retire sa condamnation, le ministère public peut, lui, entamer une procédure contre cette personne. Donc voilà, nous avons un contexte similaire de ce que raconte le film. Et on va sans tarder demander à Leila ce qu'elle a pensé du film. Mais juste avant ça, je veux rappeler justement que dans le cadre de ces articles-là, au Maroc, en 2018, on a 3000 personnes qui ont été poursuivies dans ce cadre-là. Oui, absolument. Alors moi, Voilà. j'en ai pensé beaucoup de choses. Bien sûr, c'est un film qui m'a parlé pour plein de raisons, parce qu'il m'a parlé, c'est un film qui se passe en Tunisie, dans un pays que j'aime beaucoup, mais c'est un pays que je connais bien, que j'ai couvert en tant que journaliste, dont je connais bien le contexte social et économique.
c'est un pays qui, même s'il est très différent par plein d'aspects du Maroc, malgré tout, je pense qu'en tant que Marocain, quand on voit un film comme celui-là, on sent une familiarité, il y a quelque chose qui nous touche dans la façon d'être, dans la langue, dans plein de choses. Donc, ce film m'a déjà, tous les sujets m'intéressaient beaucoup. Et puis, évidemment, cette question d'un personnage principal féminin qui se retrouve, comme c'est souvent le cas dans le jeune cinéma tunisien, c'est-à-dire on a un personnage principal féminin qui se retrouve confronté dans son désir de liberté aux pesanteurs de la société, une société très patriarcale qui va soit déferler sur elle faire déferler sur elle une grande violence, c'était le cas du film La Belle et la Meute, Ouais. soit dans un film comme Divan à Tunis, qui est plutôt une comédie, mais cette femme qui personne ne la prend au sérieux, personne ne veut vraiment l'écouter, et là donc la femme adultère. Il y a plusieurs choses que j'ai trouvées dans ce film vraiment passionnantes. La première, c'est le titre. Noura rêve. Et je trouve que ce titre, qui pourrait donner l'impression qu'on va regarder un mélo ou que cette femme est naïve, comme on peut dire, mais tu rêves, en gros, tu es folle, comment tu peux penser que ça va se passer comme ça? Ben, en fait, je trouve que ce titre, il est extrêmement fort. Parce que justement, qu'est-ce que c'est la violence qui est exercée sur les femmes dans les sociétés qui sont très patriarcales ou dans les sociétés qui sont très dures à l'égard des femmes? C'est l'idée qu'il ne faut pas vouloir plus que ce qu'on te donne. Que si déjà tu as, bah, tu devrais être contente avec ce que tu as. Si tu es mariée, tu as des enfants, tu as un travail, et ben, tu n'es pas censé vouloir plus que ça. Et déjà avec ça, tu devrais t'en contenter, être silencieuse et dire tous les jours merci à ton mari, à Dieu, à toutes les autorités qui sont au-dessus de toi. Et il y a cette idée que la femme qui rêve, donc la femme qui finalement se met à penser que le monde peut-être est plus grand que ce qu'on lui avait dit, que peut-être les sentiments sont plus intenses que ce qu'on lui avait dit, et bien que la femme qui rêve, c'est une femme dangereuse parce qu'elle risque de créer une forme de désordre social autour d'elle. D'ailleurs, dans le film, plusieurs fois, on lui fait des remarques sur ses enfants. Mais tes enfants, qu'est-ce que tu vas faire de tes enfants? Comme si finalement une femme qui rêve, une femme qui aime, c'est une femme qui obligatoirement devient une mauvaise mère de manière presque automatique. Et quand on regarde les grands romans classiques du 19e, dans des époques où l'Europe était une société très patriarcale aussi, ce qu'elle est encore par un certain nombre de choses, mais moins sur le plan législatif, si vous prenez Madame Bovary ou si vous prenez Anna Karenine, c'est quoi? Ça pourrait s'appeler Madame Bovary rêve, Anna rêve. C'est l'histoire de femmes qui rêvent, qui voulaient plus que ce qu'on leur a donné. Et comment elles ont fini? Ben, elles se sont suicidées, les deux. Donc il y a cette idée que la femme qui rêve, eh ben, finalement, soit elle va mourir, soit elle va détruire. Donc il n'y a pas de porte de sortie. Donc ça déjà, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai beaucoup aimé dans le film quelque chose qui, je pense, peut beaucoup parler aussi aux Marocains, c'est que finalement, on se rend compte que dans sa vie, tout dépend un peu de l'arbitraire. Tout est flou. Il n'y a pas vraiment de règles claires. On ne sait pas qui peut faire quoi, comment et tout. Finalement, entre le criminel qui sort de prison et elle, et l'amant, qui est le plus criminel des trois? En fait, face à la loi, ils sont tous criminels. Mais le flic est corrompu, alors on lui donne un peu. Et puis dans la buanderie de l'hôpital aussi, on est corrompu un peu, on vole, on truc. Il y a de règles nulle part. La règle ne tient pour personne. Chacun doit se débrouiller comme il peut. Et puis c'est l'arbitraire. Si vous n'avez pas de chance et quelqu'un vous a vu, quelqu'un vous a dénoncé, et ben c'est comme ça. Et donc vous êtes toujours, et ça aussi ça m'a beaucoup touchée, vous êtes toujours dans la possibilité d'être humilié et dans la possibilité de vous retrouver dans une position comme ça où votre dignité n'est pas respectée. Par exemple au début quand elle va dans cette association, et alors justement là aussi c'est intéressant parce que elle n'est pas aidée par l'État. Elle est aidée, c'est-à-dire qu'il y a des associations qui doivent venir pour pallier des manques de l'État. C'est-à-dire c'est quand même une femme qui se retrouve face à un État qui la traite comme une criminelle et elle est obligée d'aller trouver chez des associations le moyen de s'en sortir. Donc cette vision de la corruption, de l'arbitraire et tout ça aussi, ça m'a beaucoup intéressée, ça m'a beaucoup plu. Et puis, peut-être que une des choses aussi que j'ai trouvées les plus intéressantes, c'est la question tout simplement de l'amour et de la passion amoureuse. Je pense qu'on est des sociétés, malheureusement, où du fait de ces lois, du fait de l'absence de liberté individuelle, du fait d'une forme
à la fois de pudeur parfois, mais qui en arrive parfois au tabou, sur la relation physique, sur tout ça, on a développé une sorte d'impossibilité ou de très grande difficulté à parler d'amour. Quand je retrouve, moi, des choses, par exemple, sur le Maroc des années 40 ou 50, c'est marrant parce que souvent, c'est des textes où il y a beaucoup plus d'amour et beaucoup plus de tendresse que dans ce qu'on voit aujourd'hui. Parce que je pense que les relations sociales et les relations sexuelles ont été tellement happées aussi par le capitalisme, par la corruption. Tout est lié à, bon, bah, si vous êtes riche, vous payez, vous avez, vous pouvez vous faire avorter, vous pouvez coucher, vous pouvez voyager, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et en gros, si vous êtes pauvre, et si vous êtes précaire, eh ben vous êtes condamné à une forme de sexualité dure, parfois subie, souvent violente. Et donc j'ai trouvé intéressant le fait de commencer au tout début du film. Il y a une scène vraiment très sensuelle entre les deux. Et je trouve que c'est rare dans le cinéma maghrébin vraiment de parler d'amour, de montrer des scènes de tendresse, de passion. Et il y avait un film de Fawzi Ben Saïdi qui m'avait beaucoup touchée comme ça, qui est une histoire d'amour entre deux jeunes gens, et où il avait vraiment réussi à très bien filmer ce sentiment amoureux. Mais ça m'a vraiment amené à me poser cette question. Finalement, c'est quoi la place du sentiment amoureux dans notre société? Aujourd'hui, je serais curieuse de savoir qu'est-ce qu'un enfant ou un adolescent tunisien ou marocain, c'est quoi sa vision de l'amour, quelle place il donne à ça dans sa vie. Et voilà, et en plus, bon, je trouve que c'est un film qui a aussi une grande qualité sur le plan purement narratif et sur le plan de la construction. Il est construit presque comme un thriller. Donc c'est vrai que jusqu'au bout, on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer. Et moi, j'avoue, alors j'ai une grande question, mais je vous la pose aussi, c'est je ne sais pas ce qui se passe à la fin. Je ne suis pas sûre de savoir. Donc, elle répond au téléphone et il y a une forme, on ne va pas spoiler pour les gens qui ne l'ont pas vu, mais ça se finit, c'est une sorte de fin ouverte où on n'a pas toutes les réponses à nos questions, donc c'est assez intriguant. Voilà ce que je peux dire. Bah, écoute, merci beaucoup. Effectivement, mais peut-être partager aussi quelque chose qui m'a marqué dans ce film, c'est cette on a l'impression qu'à un moment, elle est vraiment en apnée et elle ne lutte plus. Elle est juste là, on ne sait pas si elle vraiment se battre pour cet amour, alors que justement, elle a tout fait pour ça, mais en fait, la situation est tellement énorme, tellement lourde, qu'on sent elle ne elle ne peut plus se battre. Elle reste. Ouais, d'ailleurs, elle fait tout le temps semblant de dormir. Elle est C'est toujours sur ça. cette banquette en train de faire semblant de dormir, effectivement, comme tu dis, comme si elle avait renoncé. Mm. Parce qu'au fond, il faut se dire aussi, une femme comme ça, elle a aucun modèle d'une femme comme elle Mm. qui a réussi. Elle se dit pas, ben moi, effectivement, je connais ma voisine, elle a vécu un adultère, puis elle a eu un bon divorce et tout s'est bien passé. De toute façon, je pense qu'elle se dit, la société laisse tellement peu de place à une femme comme moi. Qu'est-ce que de toute façon il va pouvoir ressortir de tout ça? Donc, effectivement, je pense qu'à un moment, elle baisse les bras. Mm. Absolument. Ouais. Et puis aussi cette façon de ce que tu disais sur la façon dont l'amour, les relations amoureuses sont filmées souvent dans les films maghrébins, c'est souvent un amour contraint. C'est un amour euh, qui est compliqué, qui est lourd, où il y a de la mesure, il y a de l'interdit, il y a de la retenue. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. C'est toujours un amour qui est retenu, c'est jamais un amour totalement libre. Absolument. Mm. Et ça, vraiment, je pense que c'est quelque chose, mais d'ailleurs même dans les romans et tout, aujourd'hui, dans la façon de traiter du sujet amoureux, de la question amoureuse dans l'art, surtout dans l'art narratif, dans les fictions, c'est vraiment intéressant de voir qu'on a très peu de grandes histoires d'amour, alors que même dans les traditions, pas forcément maghrébines, mais dans la grande tradition arabe, on a des traditions de grands couples amoureux, on a une tradition de poésie lyrique. Dans la musique, par exemple, on a une façon de célébrer le corps et de célébrer l'amour qu'on a beaucoup plus de mal à incarner dans des personnages au cinéma. C'est effectivement assez intéressant. L'amour et la sexualité sont toujours vus d'une manière extrêmement mélancolique et extrêmement noire. Absolument. Et peut-être pour amener un peu le débat plutôt sur des aspects plus
en lien avec les droits les droits de l'homme et finalement les libertés et donc les droits des femmes. En quoi justement l'histoire de Nora et la question qu'il soulève, ben, comme on l'a déjà dit, de toute façon, elle nous interpelle sur notre réalité, sur les réalités sociales, mais surtout sur les réalités sociales de ces lois qui pénalisent les relations sexuelles hors mariage, en fait, entre deux adultes qui sont consentants. Et finalement, dans la réalité, dans la façon dont tout cela finalement se met en place, comment est-ce que ce sont les femmes finalement qui se retrouvent les plus victimes ou qui subissent les plus grands préjudices Absolument. par rapport à ça. Mais alors il y a plein de choses à dire. La première, c'est qu'évidemment, on le voit d'ailleurs dans le film, ces lois, elles sont extrêmement humiliantes et puis extrêmement infantilisantes. C'est-à-dire, on considère que deux adultes consentants ne peuvent pas savoir ce qu'ils ont à faire, s'ils s'aiment ou s'ils s'aiment pas, s'ils ont envie ou s'ils n'ont pas envie. Et d'une certaine façon, leur corps leur appartient. Ils n'ont pas à demander de compte à qui que ce soit. Moi, je trouve toujours ça étonnant. Je me dis comment on peut considérer que des citoyens ont le droit de voter pour un référendum sur leur constitution, de se choisir un premier ministre, mais n'ont pas le droit de choisir la personne avec qui ils vont faire l'amour. Enfin, je veux dire, c'est quand même plus engageant de choisir un premier ministre qui va diriger tout un pays que de choisir avec qui on va faire l'amour. Donc, je trouve ça toujours très, très étrange, comme si on avait deux cerveaux, un cerveau qui nous permettait dans un isoloir de voter, mais que d'une certaine façon, dès qu'on était dans une chambre à coucher, on devenait des enfants et qu'on avait besoin d'une autorité patriarcale pour nous diriger. Et puis ce film, je trouve qu'il montre de manière très concrète une chose. Vous avez une femme qui travaille, qui s'occupe de ses enfants, qui pendant que son mari a été en prison, a été chef de famille, a tout géré, ses enfants ne manquent de rien. Mais cette femme-là, pour autant, elle n'a pas le droit de choisir son destin. Et au moment où le mari revient, et ben d'un coup, elle perd l'espace de liberté qu'elle avait en plus volé, parce qu'on le voit quand même dans plein de moments du film. Cette relation, elle est tout le temps cachée, même s'ils ont des petites complicités, parce qu'elle a sa copine qui sait, etc. et tout, mais c'est une vie qui est constamment cachée. Et ce que ça montre aussi très bien, c'est que Noura, elle appartient à une classe sociale qui est la classe moyenne basse. Elle n'est pas dans la misère, mais elle est quand même, on sent qu'elle est limite. Elle a souvent des problèmes d'argent. Il suffirait de pas grand-chose pour qu'elle bascule dans des très grandes difficultés financières. Évidemment, ça aurait été filmé dans une autre classe sociale, ça aurait été filmé dans les beaux quartiers de Tunis, ça aurait été filmé sur les hauteurs de Casablanca, c'est tout à fait une autre histoire. Parce que dans ce genre de cas, les choses se gèrent par avocat interposé, les gens ont de l'espace pour se voir, ne pas se voir, pour aller dans des restaurants, louer des appartements. Et il y a aussi ça qui est très bien montré dans le film, c'est aussi l'exiguïté des espaces. Il n'y a pas d'espace pour se voir. On se retrouve dans une sorte de café au fin fond de je sais pas où, sur le toit de quelque part, dans des sortes de chantiers. Il y a aussi ça montre très bien que l'espace public n'est pas favorable à votre histoire. Tout est fait pour vous montrer qu'il n'y a pas de place pour vous. Il n'y a pas de place pour cet amour et donc il faut essayer de le mettre quelque part. Et d'ailleurs, moi je trouve que même dans les personnages des enfants, il y a quelque chose de très touchant par petites touches. On voit par exemple la grande fille à un moment qui se met du rouge à lèvres et qui vient et elle attend un jeune garçon. Et on voit déjà que la jeune génération est différente. Elle voit le jeune garçon et elle ne l'embrasse pas, elle lui fait un check comme ça. Et puis ils se prennent comme ça. Il y a quelque chose déjà d'un petit peu plus, on ne sait pas, comme un espoir, un peu plus égalitaire, quelque chose. Mais à l'inverse, avec l'autre, la petite fille, elle rentre, elle dit à sa mère, tout le monde s'est moqué de moi parce que j'ai zéro en maths, parce que sa mère est incapable de l'aider, incapable de lui transmettre et tout. Et je pense que ce que ça montre aussi, c'est des femmes qui sont écrasées par la charge mentale, parce qu'elles s'occupent de tout. C'est-à-dire, je veux dire, le mari, il rentre, il met les pieds sous la table, et quand les enfants ils se disputent, il se met à hurler comme un fou, alors que c'est elle qui a arrangé la maison, qui fait la cuisine, qui s'occupe d'eux, qui les habille et tout ça. Et on sent qu'elle est complètement accablée. En fait, cet amour-là, il lui a offert une sorte de respiration, mais on sent que malgré tout, elle est écrasée par la vie, cette femme. Ouais. Et donc, moi, aujourd'hui, c'est vrai que je comprends de moins en moins qu'on puisse vivre en 2021 dans des pays comme les nôtres, qui, je trouve, ont quand même, et je trouve que les jeunes générations au Maroc le montrent,
même si on a des montées du conservatisme, c'est quand même des sociétés qui ont maintenant fait le choix d'une forme de modernité dans le mode de vie, dans les rapports sociaux, dans le tissu économique. Et je trouve ça quand même fou de penser que, par exemple, moi ou ma fille, en tant que Marocaine, que mon corps ne m'appartient pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens autres que moi, de l'État, un juge, un policier, qui ont le droit de commenter ou de juger ce qui a trait à ma virginité ou pas. Moi, je considère que ça n'appartient qu'à moi. Et je considère que si j'ai le droit de payer, enfin de voter, et si je paye des impôts, j'ai quand même la possibilité de contrôler mon corps. Donc, et que les relations, qu'elles soient hors mariage, c'est-à-dire sans avoir été mariée, ou extra-conjugales, elles sont de l'ordre de l'intimité. Évidemment, chacun a le droit de le juger comme il veut. Des gens peuvent penser que c'est pas bien, que c'est immoral, mais je pense pas que ce soit du ressort de l'État. Et à mon sens, c'est aussi un frein très très important à beaucoup de choses, pas seulement au bien-être de chaque individu. Moi, je pense que c'est un frein à l'inclusion économique des femmes, c'est un frein à leur bien-être et à leur inclusion dans l'espace public. Je suis persuadée aussi que cette sexualité-là, rendue très difficile, elle est un des moteurs de l'immigration illégale. Parce que moi, je pense que et pour avoir parlé avec plein de jeunes garçons qui vous disent, bon, on vit dans des pays où il y a du chômage de masse, des pays qui sont difficiles et tout, et en plus, il n'y a pas d'amour. Moi, je me souviendrai toujours de ce jeune qui m'avait dit ça à Khouribga. Il m'avait dit, et en plus, il n'y a pas d'amour. Et ça, c'est pas possible. Vous pouvez pas priver la jeunesse de sexualité, d'amour. Et vous pouvez pas, en plus, mettre dans la tête des gens que la sexualité, c'est sale, ou que la sexualité, Mm. c'est mauvais. Parce que après, c'est quoi la différence entre un violeur et quelqu'un qui est amoureux et qui a une relation sexuelle avec une personne qui est amoureuse de lui? C'est quoi la différence? Comment vous allez éduquer une Mm. population aux violences conjugales, aux agressions sexuelles, à l'inceste, au viol, à tout ça, quand vous ne faites pas de différence et de hiérarchie sur le plan de la criminalité au sein même de la sexualité? La sexualité, ça n'est ni bien ni mal. Une fonction naturelle de l'être humain et c'est comme ça. Et il n'y a pas, il y a pas à avoir de rapport moral avec. Le viol, en revanche, oui, c'est mal. Et je pense qu'on ferait mieux de mettre notre énergie à se battre contre le viol et contre l'inceste que de mettre l'énergie à aller arrêter des garçons et des filles qui se tiennent la main sur des plages. Je pense qu'on a dépassé quand même, on a dépassé ce stade. Et la dernière chose, c'est que je pense que euh, humilier les gens et humilier ces Mm. citoyens, c'est très dangereux parce que l'humiliation, ça se retourne toujours contre vous. Moi, je suis persuadée que quand on humilie quelqu'un, cette personne, elle aura envie un jour de vous humilier ou elle se retournera contre vous. Et un jeune de 18 ans qui a économisé pour emmener sa copine au café, qui lui paye un jus d'orange, qui a envie d'aller se balader après sur la plage avec elle, Mm. et qui va se faire emmerder par un flic qui va ensuite le racketter de 100 dirhams, et ben c'est un garçon qu'on a humilié. Et donc, voilà, je parlais beaucoup des femmes, mais je pense que ça aussi, humilier les jeunes gens à cet âge de la vie où on a plein d'envies, plein de désirs et c'est bien naturel. Je pense que c'est très grave. Ouais. Voilà. Faut- alors, je vais en profiter aussi pour rappeler un peu le public, enfin, les inviter à nous poser leurs questions, puisqu'on va ensuite ouvrir le débat. Donc voilà, on attend vos questions. Alors, tout ce qu'on vient de dire, justement, est-ce que c'est. Je voudrais revenir aussi sur ton engagement au sein du collectif Les Hors-la-Loi. C'est un peu tout ce contexte, toutes ces problématiques-là, j'imagine, qui sont à l'origine de ton engagement dans ce cadre-là. Si tu veux nous en parler un petit peu. Bien Et sûr. puis aussi nous dire où est-ce qu'on en est, puisque je sais que le collectif, justement, collectait des signatures pour pouvoir soumettre une proposition au Parlement par rapport au cadre juridique. Et donc, où est-ce qu'on en est?
Alors, Et, ouais. pour retracer un peu la chronologie, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand Hajar al-Raissouni a été arrêté, évidemment, comme beaucoup de personnes, j'ai été vraiment outrée. J'ai été outrée par Mm, le fait qu'elle soit arrêtée, par la façon dont ça a été fait, par l'humiliation dont elle a été victime, elle, le médecin, etc. Moi, je suis une militante du droit à l'avortement, mais absolument assumée. Je n'ai aucun problème avec ça. Je le suis, je le serai toujours. Je pense qu'il faut se rendre compte de ce que c'est de vivre. On vit dans un pays au Maroc où il y a 600 avortements clandestins par jour. Aujourd'hui, dans le monde, il y a une femme qui meurt toutes les 9 minutes mm, d'un avortement clandestin. Quand vous mourrez d'un avortement clandestin, vous mourrez d'une hémorragie, vous mourrez d'une infection, vous mourrez d'une perforation d'un organe. C'est des morts d'une violence absolument abominable. Donc il faut quand même que les gens se rendent compte de ça. Sonia Terrab m'appelle à ce moment-là. Sonia et moi, on se connaît depuis très longtemps. On s'aime énormément et on partage vraiment nos combats. Moi, j'étais très admirative de ce qu'elle avait fait sur Maroquillette. mm. Elle avait lu mon livre Sexe et mensonges et on savait qu'on se rejoignait. Donc on se dit, il faut faire quelque chose. Elle me dit, Leïla, écrivons une tribune. On publie la tribune dans un journal. J'ai une idée, une trentaine de personnes qui acceptent de signer. Je lui ai dit, non, en fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, il faut faire un texte, mais il ne faut pas 20 ni 30 personnes, il en faut 490. Mm. Il nous faut tout de suite beaucoup de monde parce qu'il faut qu'on frappe fort. Et puis si on est juste un petit groupe, on sera, d'une part, on sera moins solide, mais en plus, on sera plus fragile, on sera plus vulnérable. Alors que plus on est nombreux et plus évidemment nos voix vont compter. Et finalement, ça n'a pas été si compliqué, alors qu'on avait fait le choix quand même d'écrire un manifeste très provocateur, puisque le manifeste dit je déclare que je suis hors la loi, que j'ai subi un avortement, que j'ai des relations sexuelles hors mariage. Mais moi, j'ai toujours pensé que le combat, c'était moins un combat pour la sexualité qu'un combat contre l'hypocrisie. Vous savez, en Europe, les gens, ils vous disent, oh là là, dans le monde arabe, le problème, la misère sexuelle, les pauvres et tout, ils font pas l'amour. Je leur dis, non, non, c'est pas du tout ça. Les gens font l'amour, tout le monde fait l'amour. C'est pas, on n'est pas des peuples qui font. La seule différence, c'est qu'on ne le dit pas. Le problème, c'est pas un problème de est-ce qu'il y a de la sexualité ou il y en a Mm. pas. Il y en a de la sexualité, mais elle est cachée, elle est C'est taboue, elle vrai. est silencieuse, et donc il y a cette hypocrisie. Moi, c'est cette hypocrisie, je pense qu'il faut faire éclater, parce que la sexualité elle-même, elle existe, tout comme existe l'homosexualité, tout comme existe l'adultère, évidemment. Et Mm, donc, le manifeste, effectivement, a eu beaucoup de succès. Et ensuite, donc moi, comme je n'habite pas au Maroc, je n'ai pas pu ensuite participer à la création sur le terrain du collectif parce qu'on s'est retrouvé pris par la crise sanitaire. Mais autour de Sophia, il y a des femmes absolument extraordinaires, Nargis, Karima mm, et bien d'autres qui sont bénévoles, mais qui travaillent vraiment d'arrache-pied pour faire vivre ce collectif de plusieurs manières, soit pour aider directement des personnes qui nous contactent, pour contacter des partis politiques et leur dire cette question, c'est une question politique et c'est pas une question annexe, c'est pas un petit truc comme ça, c'est une vraie question qui se pose. Et puis, je dois dire quand même qu'on est aidé par le contexte international, parce que c'est mm, vrai que le MeToo Movement, la grande révolution féministe et tout, fait qu'aujourd'hui, pour un pays comme le Maroc, qui est quand même un pays bien intégré sur la scène internationale et qui est soucieux de son image, je pense que c'est un pays qui ne peut pas balayer aujourd'hui d'un revers de la main des questions qui ont trait aux violences sexuelles, à la place des femmes dans la société. Je pense que maintenant, tous les pays ont compris qu'un pays dans lequel les femmes sont maltraitées, c'est un pays qui est moins démocratique que les autres, et qu'un pays dans lequel on n'investit pas là-dedans, ben c'est un pays qui va être maintenu quand même dans une forme de sous-développement, ce qu'on a vu en Amérique du Sud, ce qu'on voit aujourd'hui dans certains pays d'Asie. Et je dois dire, pour être en contact avec des diplomates marocains ou avec des responsables politiques, que même dans les partis conservateurs, il y a une vraie prise de conscience que de toute façon, on n'échappera pas demain à des améliorations sur le domaine législatif pour les mm, droits des femmes. Et je dois dire que même j'ai rencontré un jour un homme politique mm. islamiste, assez conservateur, mais avec qui on peut vraiment parler d'avortement, de tout ça et tout. Et qui m'a dit, qui m'a avoué à la fin de la conversation, il m'a dit, vous savez, moi j'ai eu trois garçons, je crois trois garçons ou deux garçons, je me souviens plus, et des filles. Et il m'a dit, honnêtement, je dois dire, j'ai été assez déçue par mes garçons qui ont très mal réussi dans les études, qui ont fait que des bêtises, qui ont toujours pensé qu'ils étaient les rois du monde. Et mes filles, avec qui j'ai été très sévère et beaucoup plus injuste, elles ont vachement bien réussi.
elles sont toutes les deux chefs d'entreprise, elles se battent, elles vivent leur vie et tout. Et il me dit, franchement, ça m'a amené quand même à m'interroger pourquoi est-ce qu'elles auraient moins de droits et elles auraient moins de choses que mes garçons qui, au fond, n'ont pas fait plus leurs preuves qu'elles. Donc, j'espère voilà, que ce contexte, quand même, va aussi nous permettre d'entrer un peu dans les esprits et que les gens se rendent compte Mm. qu'il y a des choses qui sont plus possibles, quoi. Oui, parce que c'est aussi, faut pas, enfin, c'est aussi un combat une lutte qui a commencé il y a très longtemps. Et Bien sûr. le Et printemps de la... c'est très Ouais, important de rendre hommage à celles qui nous ont précédées. Et elles sont nombreuses. Moi, par exemple, ouais. je me situe vraiment beaucoup dans le sillage de Fatima Mernissi, qui a été très, très importante pour moi, qui est vraiment sur le plan de l'écriture, sur le plan en tant que sociologue et tout. Je trouve qu'elle avait une vision extraordinaire, mais après aussi toutes les femmes sur le terrain. On parlait Mm, tout à l'heure des associations. Qu'est-ce qui a sauvé aussi les femmes mm, sur le terrain au Maroc face à toutes les situations très très difficiles auxquelles elles se trouvent confrontées, et ben c'est ces gens qui se sont battus au jour le jour pour faire connaître le sida, pour le planning familial, pour distribuer la pilule, pour les filles mères, pour les filles qui avaient subi justement des avortements qui étaient rejetés par leur famille. Donc il faut rendre hommage bien sûr à mm. toutes ces femmes qui ont fait ce travail de terrain extraordinaire et qui ont sauvé des vies, hein, vraiment. Mm. Mais justement, là, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe dans la libération de la parole et on entend de plus en plus justement de petites histoires, enfin de petites histoires, pas petites au sens, mais de Oui, oui. micro-histoires et de témoignages. Et d'ailleurs, justement, dans la page du collectif 490, quand tu disais, voilà, les femmes actives au sein du collectif qui sont à l'écoute des appels que vous recevez, c'est aussi ça, c'est des témoignages, des histoires Et qui c'est sont vraiment des publiées, témoignages, je vous assure, pendant le confinement, par exemple. ouais. Sonia me transférait les messages, mais vous ne pouvez pas imaginer le désespoir. Alors, désespoir, je pense, qui était assez universel, hein. Je pense que vous pouviez trouver en France ou aux États-Unis ou n'importe où, malheureusement, des expériences similaires. Mais ce que j'ai trouvé fort, en tout cas, c'est que dans une société comme le Maroc, où il est peut-être plus Mm, difficile de parler de sexualité et d'oser dénoncer, parce qu'on est dans des sociétés où la figure du père et de l'autorité est encore très forte. D'abord, on a eu beaucoup d'histoires d'inceste. Et moi, ça m'a quand mm, même énormément bouleversée, troublée, et de voir aussi des gens qui ne savent pas à qui ils peuvent s'adresser. Parce qu'ils n'ont pas du tout, ils sont pas informés. Est-ce qu'il y a un numéro qu'on peut appeler? La police, ils s'imaginent même pas. Enfin, c'est vraiment une déflagration. Et puis beaucoup, beaucoup de violences conjugales et beaucoup de mm, viols conjugaux. Alors, vous savez qu'au Maroc, le viol conjugal n'est pas reconnu. Ça n'existe pas. Et que d'ailleurs, moi, tous les avocats à qui j'ai parlé me disent que la plupart du temps, pour que quelqu'un soit condamné pour viol, il faut qu'il y ait eu des violences. C'est-à-dire, il faut que la femme arrive avec des bleus, mm, avec une fracture et tout. Et là, en fait, on considère vraiment le viol. Mais un viol qui se ferait dans un cadre, ce qui est d'ailleurs la majorité des viols, par quelqu'un que vous connaissez, par un ami, parfois même par votre petit ami ou votre mari, et ben ça, malheureusement, ça n'est pas reconnu. Et il y avait une femme marocaine qui disait, bah, vous savez, le viol conjugal, c'est le pire de tous parce qu'il arrive tous les jours. Et il faut imaginer, voilà, des femmes qui se font violer tous les jours par le même homme. Donc ça aussi, par exemple, c'est un vide législatif qui, à mon avis, est très, très important. Il faut vraiment reconnaître le viol conjugal parce que je pense qu'il est endémique au Maroc comme ailleurs. mm. D'ailleurs, dans le film, justement, pour revenir Bah oui, au elle film, il finit y a tout le une temps le film. scène, Oh, c'est affreux, c'est affreux. c'est absolument. Euh, alors, je pense qu'on va commencer à partager les Avec questions plaisir. du public. Donc, on a une première question que je lis de Monsieur Sijil Messi. La fin du film qu'on ne connaît pas est une ouverture sur l'espoir. Est-ce que le fait que l'actrice fuit son mari et sa volonté d'être avec son amoureux, est-ce un rêve ou une réalité? Est-ce que le jeu de Hind Sabri est l'élément principal de la réussite du film? On en a un peu parlé au début, mais Oui, moi je trouve que d'abord bonjour Monsieur Sigil Massi, si vous me voyez. Moi je trouve effectivement que c'est un jeu magnifique. Alors moi ce que j'ai trouvé très fort, c'est qu'elle est pas maquillée, qu'elle est pratiquement pas coiffée, elle a une sorte de teinture qui est pas super bien faite et tout. Et j'aime beaucoup le fait de pas avoir voulu
comme souvent au cinéma, voilà, il faut qu'elle soit jolie, il faut qu'elle soit. C'est de vraiment montrer une femme aussi qui est marquée par l'âge, qui est marquée par le travail, qui est marquée La par la vie, ouais. fatigue. Mm. Et ça, j'ai trouvé ça vachement bien. Et en fait, ça ne la rend pas moins belle du tout. C'est juste que c'est une autre façon de la regarder. Et alors au début, c'est la première scène là qui s'ouvre donc sur son sourire, sur ce visage. Je trouve que c'est tellement beau d'être au plus près du corps. Souvent, elle est filmée quand même de très près, d'être au plus Mm. près du corps de la femme, mais pas un corps sexuel. Un corps qui est c'est beaucoup plus le visage, donc c'est les expressions, c'est les émotions, c'est pas les seins ou les formes et tout. Donc ça, j'ai trouvé ça très beau. Après, pour la fin, alors vous, Monsieur Sigimassi, vous voyez une note d'espoir. Je vois que vous êtes un grand optimiste. Moi, je sais pas parce que quand même, pour moi, son amant, il l'a rejeté d'une certaine façon. Moi, je suis pas sûre que son amant va vouloir revenir ou que s'il revient, ça va bien se passer. Il y a quelque chose qui est cassé entre eux. Donc le Mm. divorce est prononcé et tout, mais pour moi, ça va être le début d'une nouvelle bataille. Mais en tout cas, ça va être le début de la liberté. Et je pense qu'il y a une chose très importante et que moi, j'essaie toujours de dire quand je vais faire des rencontres, en particulier au Maroc. Je pense qu'il y a une chose qui manque dans notre éducation au Maroc, c'est l'éducation à la liberté. C'est pas de dire Mm. la liberté, c'est pas faire n'importe quoi, être libre. Être libre, c'est pas sortir et dire n'importe quoi et se comporter n'importe comment. La liberté, c'est pas la belle vie. La liberté, c'est très dur, c'est très lourd la liberté. Ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup de solitude. Parce que la plupart des gens, ils préfèrent la sécurité à la liberté. La plupart des gens préfèrent l'argent à la liberté. Assumer d'être libre, c'est très difficile. Quand vous assumez d'être libre, ça veut dire aussi que vous vous isolez de beaucoup de gens, que voilà, bah, vous devez assumer ce que vous êtes, coûte que coûte. Et si vous gagnez moins d'argent, bah, vous gagnerez moins d'argent. Et si on vous embête, eh ben, on vous embête. Mais moi, je pense que c'est vachement important d'éduquer les gens à ça. Oui, la liberté, c'est dur, mais ça vaut la peine parce qu'une vie libre, c'est la plus belle vie possible. Et donc, pour moi, à la fin, c'est ça que ça dit. Ça dit, oui, ça va être dur. Et c'est très dur ce qu'elle a vécu, mais en même temps, finalement, elle gagne un truc extraordinaire qui est la liberté. Donc, ça vaut la peine. Et moi, je pense que ça vaut toujours la peine de se battre pour sa liberté. C'est parfait parce que ça nous amène vers la deuxième Ah ben question, voilà. un peu différente, mais de Alberto Merteh. Donc, à ton avis, Leïla, quand est-ce qu'on va obtenir notre liberté sexuelle et les Franchement, homosexuels? Alberto, je Je suis sais pas. désolée, Alberto, si je déchiffre mal votre question, mais donc, j'imagine que vous parlez en tant qu'homosexuel Alors, ça aussi, moi, c'est pour un liberté. de mes grands combats. Parce que Mm. vraiment, l'exclusion des homosexuels, je trouve ça d'une hypocrisie, d'une violence absolument atroce. Les homosexuels au Maroc souffrent terriblement de devoir vivre dans le secret, de devoir faire semblant de se marier pour avoir une vie sociale, pour arrêter d'être embêtés. Alors, malheureusement, vous le savez, dans beaucoup de pays d'Afrique et dans beaucoup de pays de ce qu'on appelle enfin, la région MENA, donc Moyen-Orient et Afrique du Nord, les homosexuels, malheureusement, souffrent encore d'une image diabolisée, très négative, parce qu'il y a cette vision de la virilité. Donc, je pense qu'en fait, si nous, les femmes féministes, on arrive à mener notre combat jusqu'au bout, je pense qu'une société plus féministe sera une société moins homophobe, de manière quasiment automatique. Parce que l'homophobie, elle se nourrit aussi d'une certaine vision de la masculinité. D'ailleurs, pourquoi on se moque d'un homme qui est efféminé? Bah parce qu'il ressemble à une femme, et une femme, c'est nul. Donc, un homme qui ressemble à une femme, c'est un homme qui est moins bien qu'un vrai homme. Donc, déjà réussir à sortir de ça, sortir de ces clichés autour de la virilité, de qu'est-ce que c'est être un homme et tout, je pense que voilà, le féminisme peut aider en partie à lutter contre les clichés à l'égard des homosexuels. Mais évidemment, la grande question qui reste, c'est celle de la liberté de choix, de la Mm. liberté de Mm. disposer de son corps. Et comme vous Absolument. l'imaginez,
c'est une liberté qui va de la liberté à disposer de son corps pour se faire avorter, à tromper son mari ou son épouse si on tombe amoureux de quelqu'un d'autre et que ça regarde personne d'autre que votre mari ou votre épouse, et le choix de coucher avec une personne du même sexe. Mais évidemment, je pense que malheureusement, l'homosexualité sera sans doute un des combats les plus difficiles à mener parce que les résistances et les réticences vis-à-vis de ça sont très grandes. Mais je sais aussi, et je suis optimiste sur certains points, c'est qu'on a quand même des militants LGBTQ qui sont vraiment très, très présents, qui sont brillants, qui sont extrêmement courageux. Et je pense que nous aussi, féministes, militants voilà, pour le droit à l'avortement et tout, il ne faut jamais oublier, effectivement, dans tous nos combats, de citer les homosexuels. Et je terminerai en disant que le droit à l'avortement, pourquoi je le place toujours en premier, c'est parce que, par exemple, Gisèle Halimi, bah, justement une Tunisienne, puisqu'on parlait d'un film tunisien, elle dit le droit à l'avortement, c'est ce qu'elle appelle un droit iceberg. C'est-à-dire, vous ne voyez que la face émergée. Vous pensez que quand vous permettez l'avortement, vous ne permettez que l'avortement. Eh bien non. En fait, permettre l'avortement, c'est ouvrir tout un champ de liberté à énormément de gens. C'est acter l'idée que chacun possède son corps et a le droit d'en disposer comme il veut. Donc, d'avoir des relations sexuelles avec qui il veut, homme ou femme, de choisir le moment de sa maternité, de choisir s'il va se marier ou pas se marier. Et je pense qu'en fait, ça, pour une société comme le Maroc, au fond, c'est presque une rupture civilisationnelle, c'est-à-dire on va passer dans autre chose. Je pense que vous savez très bien ce que c'est. On vit dans des sociétés où tout le monde a le droit de commenter ce que vous faites, et ce que vous dites, et où vous êtes, et avec qui. Et là, on passerait à autre chose. Une société où ça y est, il y a vraiment l'individu et le droit à l'anonymat et le droit à l'intimité et le droit au secret et au mensonge. Et moi, je défends beaucoup ça, le droit de mentir et le droit d'avoir des secrets. Effectivement. Et aussi parce que les relations sexuelles ne sont comprises que dans le cadre du mariage et à une fin de procréation. Donc, c'est pour ça qu'on les refuse en dehors de ça et on les sort du registre de l'amour. Donc, c'est là aussi, on parlait tout à l'heure du sentiment amoureux, il y a un autre angle mort, c'est la question du plaisir. Quelle place occupe le plaisir dans nos sociétés? Le plaisir, tous les plaisirs sensuels, qui sont les plaisirs liés à la sexualité. Alors, par exemple, je trouve qu'on est une société qui met en valeur le plaisir de manger, le plaisir d'être dehors dans un bel endroit. Mais tous les plaisirs liés au corps, au contact avec l'autre, sont quand même très diabolisés. Ça ne se fait pas de les mettre en avant. On les vit, mais ça ne se fait pas de le dire. Absolument. Alors, je vais partager d'autres questions. Donc, on a une question de Fédois. Alors, ce n'est peut-être pas seulement le manque de liberté, mais on manque aussi d'éducation à formuler nos sentiments, que ce soit voilà, avec des mots, donc à parler tout simplement de sentiments. Est-ce ce vide de socialisation de la littérature peut être la cause de cette absence du débat, même en famille, du sentiment? Bah, absolument. Moi, je pense que justement, on a besoin de plus de fiction dans nos vies et sans doute aussi de plus de littérature. Alors, la société marocaine, le Maroc, enfin moi, je suis par exemple en train beaucoup de travailler sur justement la présence de la littérature et du livre de manière générale au Maroc. On est quand même encore malheureusement une société très très réticente au livre. Le livre a du mal à faire sa place dans la vie quotidienne des Marocains, à entrer dans les maisons. Il reste cantonné à une petite portion de la population qui a un rapport quotidien avec le livre. Et alors, même si les livres rentrent, ce ne sont pas tellement des romans. Or, moi, je pense qu'effectivement, le roman, mais aussi le cinéma, la série, tout ça, c'est une façon bien sûr, de magnifier les émotions, de magnifier les sentiments. Alors, on a toujours eu, dans toutes les époques, des, des moyens, bien sûr, d'en parler. Alors, par exemple, moi, je sais que l'époque de ma grand-mère ou de ma grand-tante, c'était les films égyptiens. Alors, les films égyptiens avec une certaine vision de l'amour, très romantique, un peu cliché, tout ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on a envie de parler d'amour, on a envie de raconter l'amour, même s'il est violent, même s'il est noir.
Je vois quand même que dans la jeune littérature marocaine, et je me félicite que ces dernières années, on a quand même maintenant pas mal de femmes qui écrivent et tout, et puis je suis contente, moi je reçois beaucoup de manuscrits. Mon éditeur là vient de publier 2 femmes, Myriam Alaoui, puis il a publié Abigail Assor, donc vraiment j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'ouvre de ce côté-là. Au cinéma aussi, je trouve que il y a eu des très belles choses, un film comme Adam ou un film comme le film de Myriam Bembarek, Sophia. Il y a des choses très belles sur justement sur toutes les questions qu'on aborde aujourd'hui. Mais je remarque que ce sont quand même beaucoup les femmes qui vont vers ces sujets. Alors, est-ce que c'est parce que c'est elles qui en souffrent le plus directement dans leur chair? Est-ce que c'est, et c'est une de mes hypothèses, parce qu'elles ont, à mon avis, un peu plus de courage pour aborder ces sujets-là et pour mettre sur la table ces choses-là, parce qu'elles, elles comprennent qu'on n'a rien à perdre, on a tout à gagner à essayer de le raconter. Les hommes, au fond, je pense que finalement, la société patriarcale, ils en bénéficient quand même beaucoup. Être un homme, ça a quand même beaucoup d'avantages. Donc, à la fois, vous dites, ah, ça me fait bien de la peine pour les femmes, mais vous n'êtes pas vraiment sûr que vous avez envie que tout ça s'écroule, quoi. Donc, je trouve ça très intéressant de voir comment les femmes aujourd'hui, les femmes artistes au Maroc, où je vois dans la bande dessinée, par exemple, avec Zeynep Fassiki, enfin vraiment des gens qui se saisissent de ces sujets et je pense que ça va beaucoup aider à voilà, développer le dialogue autour de ces questions. Et puis les jeunes aujourd'hui, ils ont une chance que nous, on n'avait pas. Ils ont les réseaux sociaux, ils ont Internet. Donc ils peuvent parler entre eux, ils peuvent parler avec des gens dans d'autres pays, ils peuvent se documenter, ils peuvent voir tout ce qui se passe dans le monde. Donc d'une certaine façon, je suppose que ça doit être quand même, même pour l'éducation sexuelle, très utile. D'ailleurs, du coup, ça me fait penser là, en ce moment, sur les réseaux sociaux, la campagne menée par Jaoujeb sur le Voilà, viol. exactement. Ça, c'est Et super. c'est vraiment, justement, ça permet aussi de parler, de libérer la parole, de mettre Absolument. aussi de personnaliser, c'est-à-dire de sortir aussi ces combats-là, de les ramener en fait à la réalité de personnes et de Bien sûr, de vécu. les incarner. Donc, Et de puis, j'en les découvre. incarner, absolument. Moi, j'ai grandi dans le Maroc de Hassan II. Je me souviens très bien l'ambiance qu'il y avait. C'était inimaginable d'avoir en une année un film qui va sortir sur, je sais pas, le viol et les enfants et les filles mères, d'avoir des séries comme ça, d'avoir des livres comme le livre de Myriam Alaoui, ou même le mien où il y a des scènes de sexe qui sont très crues. Je trouve que malgré tout, la société est beaucoup plus ouverte à entendre ces choses-là. Donc déjà ça, c'est un progrès. On est heureusement, et c'est bien normal, on n'est pas censuré sur ces sujets-là et tout. Donc ça, c'est quand même déjà une chose qu'on a gagnée. Même si par exemple Much Love, bien sûr, a fait un scandale immense et tout, mais malgré tout, les gens l'ont vu. On en a parlé pendant des mois, pendant des années. Donc tant mieux, bravo. Et c'est très bien, il faut continuer à bousculer aussi les états d'esprit. Ouais. Alors, nous n'avons plus beaucoup de temps, donc je vais continuer. On a une question de leader. Pourquoi vous traitez toujours les femmes de cette sorte dans les films? Pourquoi ne présentez-vous pas une femme brave qui gagne à la fin, alors qu'il y en a plusieurs? Je trouve finalement cette histoire qui est la même que l'histoire de Madame Bovary, une femme faible comme d'habitude. Voilà. Bah moi, je la trouve pas faible. Je la trouve pas faible. Je trouve que simplement, elle est comme beaucoup d'entre nous. Elle se retrouve prise face aux problématiques de la vie. Elle essaye de s'en sortir. Et puis voilà, parfois on joue et on gagne, et parfois on joue et on perd. Et là, elle perd. Mais moi, je suis pas vraiment sûre que la fin soit négative. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense qu'effectivement, elle est passée par plein d'épreuves, mais contrairement à Madame Bovary, elle a jamais pensé que bon, en fait, elle pouvait divorcer de Charles Bovary et aller se mettre avec son Rodolphe ou aller vivre sa vie, parce qu'à cette époque, c'était pas possible. Là, il y a quand même cette idée, ce petit souffle d'espoir où on se dit, si ça se trouve, bah, le lendemain, elle va aller, ça y est, elle est divorcée et elle va reconquérir son amant, ou alors tout simplement, elle va vivre sa vie, elle aura plus un sale mari qui est là et qui la contraint à avoir des relations sexuelles qu'elle n'a pas envie d'avoir et puis voilà, qu'elle aime plus, quoi, tout simplement. Donc, moi, je la trouve très brave. Si, moi, je la trouve très brave, justement, très courageuse.
D'ailleurs, je pense qu'elle sourit à la fin Oui, oui, du exactement. film À la quand fin, il elle y a répond. un Donc, sourire quand elle répond au téléphone. Ouais. alors, une question de Karima Satri. Comment la femme pourra-t-elle parler de liberté dans une société qui se veut toujours patriarcale? D'ailleurs, Leïla, vous l'avez déjà signalé dans l'une de vos interviews en parlant de votre arrivée en France, cette liberté même face au regard des gens. Oui, c'est vrai. Alors, le patriarcat, il est très universel. Et d'ailleurs, je pense que ça a été une des grandes forces du MeToo Movement, c'est de montrer Hmm, que le patriarcat, c'est pas réservé aux sociétés musulmanes, c'est pas réservé aux sociétés subsahariennes. Et d'une certaine façon, moi, j'étais très contente aussi parce que, en tant que Marocaine vivant en France, très souvent, j'ai entendu beaucoup de clichés sur le Maroc, ah nana, et j'avais envie de leur dire, mais vous savez, vous aussi, vous êtes misogyne. C'est pas parce que vous êtes français que hmm, vous êtes moins misogyne. Après, à l'inverse, quelqu'un qui me dirait que le Maroc est une société qui est patriarcale au même niveau que la France, je dirais que c'est faux. Ça n'est évidemment pas vrai, tout hmm, simplement parce que rien que sur le plan des droits, en tant que femme marocaine et en tant que femme française, j'ai pas les mêmes droits. D'abord, je n'ai pas le même droit à l'héritage. Je n'ai pas le droit d'avorter, je n'ai pas le droit d'avoir la sexualité que je veux. Et puis dans l'espace public, je n'ai pas la même place. Si je suis à Paris, que je me balade dans la rue, je décide de m'arrêter dans un café, je me mets sur une terrasse, je commande un verre de vin, je fume une cigarette, ce qui n'est pas un crime, je le rappelle, parce que les gens peuvent considérer que c'est pas bien, mais ça n'est pas un crime. Eh bien, vous pouvez être certaine que je vais me faire agresser, embêter, avoir des remarques, etc. Donc, pour moi aussi, la liberté de la femme, bien sûr, il y a les lois, mais il y a aussi la liberté de ne pas être importunée. La liberté de pouvoir vivre sans être regardé, sans subir de commentaires sur comment vous êtes habillé, comment vous vous comportez, comment vous parlez, voilà, sur tout ça, et d'être traité à égalité et avec le même respect et la même dignité qu'on traiterait un homme. hmm. Et donc, je pense qu'au Maroc, le travail est encore long, est encore très long. Mais vous savez, là, je suis en train d'écrire ma trilogie sur le Maroc. J'ai écrit un roman qui s'appelle Le pays des autres, qui se passe dans les années 50 au Maroc. Donc, ça fait maintenant 2 ans que je fais que lire des livres d'histoire sur le Maroc. Quand vous regardez, par exemple, le taux d'alphabétisation des femmes au Maroc dans les années 60, Hmm. dans les années 60, il y a à peu près 9% de femmes marocaines qui sont alphabétisées. Ouais. Aujourd'hui, on atteint un taux, en tout cas d'alphabétisation petit, de pratiquement 100%. Évidemment, vous imaginez le choc culturel, la révolution que ça représente. Et je suis persuadée que les femmes marocaines dans 2 générations, elles auront fait des progrès très très sensibles. Mais tout va dépendre de qu'est-ce qu'elles vont apprendre. Parce qu'il ne suffit pas d'être alphabétisé. Ensuite, il faut pouvoir avoir accès à une matière intellectuelle qui vous émancipe, qui vous aide à Hmm. faire de vous un être libre, qui développe votre esprit critique, qui développe votre soif de découverte, qui développe votre respect de vous-même, en pensant je ne vois pas pourquoi je devrais passer mon temps à lui obéir, je ne vois pas pourquoi je suis inférieure. J'ai connu beaucoup de femmes qui ne croient pas à leur propre liberté et qui n'ont pas envie de se battre pour l'égalité. Ça existe malheureusement. Alors, Donc voilà, la liberté des femmes, je ne sais pas quand, mais moi je dis le plus vite possible, ce serait très bien. justement, ça m'évoque une réaction et une question. La première, donc la réaction de Mrim Skika, qui disait il est temps de travailler sur l'autonomisation des filles via l'éducation et la lutte contre les stéréotypes liés au genre. Et je pense que la clé pour le changement dont on aspire, c'est l'éducation. Et effectivement, une éducation qui déconstruit Absolument. les barrières pour les jeunes filles de pouvoir Bah, vivre vous savez, libre. vous rentrez par exemple dans une maison marocaine, dans la classe moyenne ou classe moyenne, vous allez, mais très très souvent, vous allez arriver, la jeune fille qui est rentrée de l'école, elle va arriver, elle va aider souvent sa mère à faire la cuisine, à étendre le linge et tout et tout. Rien que le partage des tâches. Le partage des tâches, la fille très très jeune, c'est automatique pour elle, c'est elle qui va commencer à partager les tâches. Moi, le nombre de fois où ça m'a choqué, le nombre de mecs que j'ai vus dans ma vie ne rien faire.
ne rien faire. Ils sont assis, ils font rien, ça n'a pas l'air de les déranger et qui vont vous dire ouais mais ça c'est pour les filles. Donc tous ces trucs-là, il faut vraiment les casser dès la petite enfance, dire il n'y a pas de trucs pour les filles, de trucs pour les garçons. Mais ça évidemment c'est très compliqué dans des sociétés comme les nôtres. Il faut un grand courage politique pour faire ça. Ouais. Alors justement, la question ou la remarque aussi de Ahmed Miran. Bonsoir. Qu'est-ce que tu penses, Leïla, du fait que certaines femmes, même instruites, restent contre toute forme d'émancipation de la femme, juste pour ne pas être elles-mêmes désignées comme des femmes en dehors des normes? Donc ça revient à ce que tu évoquais tout à l'heure. Bien sûr. Bah, je pense qu'il y a deux choses. Moi, par exemple, j'ai fait très jeune, très tôt, le choix de la liberté et donc le choix, entre guillemets, de ce qu'on pourrait appeler une certaine marginalité. Très souvent, on m'a dit, t'es pas une vraie Marocaine, ton comportement, il est pas bien, il est immoral et tout. Donc, mais jamais, ça pour autant, je n'ai remis en question mon choix parce que je considère que ce que j'ai gagné est bien plus grand que ce que j'ai perdu. Et les jugements Mm, des autres, au fond, je m'en fiche un peu. Ensuite, je pense que malgré tout, au sein de la société marocaine, et même dans des milieux, et même parfois en particulier dans les milieux populaires et tout, il y a quand même un rapport assez fort à la liberté. D'ailleurs, on le voit dans les chansons, on le voit dans l'humour. Moi, je trouve qu'on quand on parle avec les femmes et tout, dans l'humour, elles ont envie d'être libres. Il y a un truc assez subversif. Mais ce qui est difficile, c'est que pour beaucoup de femmes, il y a cette vision que, voilà, moi j'ai souffert, moi j'ai subi, moi j'ai tout pris. Pourquoi est-ce que toi, tu vas pas subir comme moi j'ai subi? D'où toi, tu vas venir, ma fille, tu vas me dire non, en fait, moi j'ai pas envie de faire la vaisselle. Non, c'est pas pour moi, demande à mon frère. Non, en fait, moi j'ai envie de sortir. Et c'est ça, en fait, il faut briser ce truc de la transmission où on transmet sa propre aliénation. Et il y a vraiment ce côté qui, moi, m'a toujours fascinée. mm, Des femmes qui sont dominées, elles vont élever des garçons comme des demi-dieux, alors qu'elles-mêmes, elles sont dominées, parfois battues par des hommes, et elles vont élever leurs filles comme des soubrettes en les dominant et tout, alors qu'elles pourraient avoir envie de les émanciper. Comme si, d'une certaine façon, elles voulaient se venger et donc avoir l'homme qui va les adorer, qui est leur fils, et puis la fille, elles veulent lui transmettre la propre aliénation qu'elles ont vécue. Et donc ça, effectivement, il faut essayer de casser cette transmission générationnelle comme ça. Et ça demande de l'éducation, effectivement. mm. Alors, une réaction, enfin une question de Mohamed Haddad, justement, qui dit: Vous paraissez, Leïla, optimiste, alors que la situation de la femme dans nos pays semble régresser aujourd'hui. Les mentalités n'évoluent plus, l'intégrisme prenant du chemin. Je prends juste une petite parenthèse, c'est qu'on arrive bientôt à la fin du débat, donc on a encore deux questions avant de clore. Je te laisse répondre Eh à la question. bien, non, je comprends tout à fait que vous me disiez ça, mais après, moi, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que quand on est militant d'une cause, d'une certaine façon, on est obligé d'être optimiste. C'est presque un devoir moral. Je ne vois pas l'intérêt de se battre pour une cause dont on ne pense pas qu'elle va gagner. Et je ne vois pas comment on peut se battre contre ses opposants, je ne dirais pas ses ennemis, parce qu'on n'est pas des ennemis, on n'est pas en guerre, on est des opposants, des adversaires. Comment vous pouvez vous battre contre vos adversaires en leur disant d'une certaine façon, voilà, je me bats contre vous, mais je ne pense pas que je vais réussir. Je n'ai pas d'espoir, quoi. Non, on est obligé quand on se bat d'avoir de l'espoir. On est vraiment obligé. Et même si effectivement je suis parfois euh, Mm. très triste, parfois même désespérée, quand je vois le degré de bêtise, le degré d'intégrisme, le degré surtout d'ignorance, mais vraiment d'ignorance crasse des gens. Puis, bon, bah, on est comme dans beaucoup de pays du monde, les fake news, des informations complètement fausses, voilà, qui vont vous dire des trucs sur les homosexuels, sur l'avortement, sur le Covid mélangé avec Israël et tout le tintouin. Enfin, vraiment, on arrive à tout et n'importe quoi. Mais à côté de ça, vous avez aussi des notes d'espoir extraordinaires. À côté de ça, moi, j'ai rencontré des jeunes gens et des jeunes femmes euh, modestes, qui n'ont pas forcément eu une éducation extraordinaire, mais qui font tout pour se cultiver, pour acheter des livres, qui me parlent en me disant combien ils ont envie d'être libres et qu'ils ne me jugent pas et qu'ils aimeraient pouvoir tout faire pour que leurs enfants soient plus libres qu'eux. Et moi, c'est ces gens en qui j'ai envie de croire. Et je trouve que si on est pessimiste, c'est Mm. comme si on les abandonnait, comme si on disait, ben
en fait, il n'y a pas d'espoir pour vous, c'est pas la peine. Donc ça veut dire quoi? On va tous monter sur des bateaux et on va laisser le pays aux intégristes? Ben non, moi je considère que même les intégristes, je peux les convaincre. Je continue à me battre. Il y a peu d'espoir, hein, mais je considère que je peux continuer. Et moi, je me rappelle très bien, vous devez vous souvenir de cette affaire de ces deux militants islamistes âgés qui avaient été arrêtés dans une voiture en train d'avoir des relations sexuelles hors mariage et adultère. Et ben à cette époque-là, tout le monde rigolait, on disait ah, bah, c'est bien fait, les hypocrites sont attrapés. Et ben moi, en fait, ça m'avait fait vachement de peine. Parce que je m'étais dit, c'est quand même pathétique, c'est quand même vachement triste de passer sa journée à professer des trucs et tout. Et derrière, à presque 70 ans, d'être obligé de se cacher dans une voiture pour faire l'amour. Donc voilà, finalement, moi je pense qu'on peut parler avec tout le monde et je pense que la liberté a fini toujours par triompher. Moi, je veux y croire. Alors justement, la question de Rania Soubeiri qui nous dit, au-delà de la question sexuelle, quel tabou nos artistes devraient-ils transgresser pour promouvoir effectivement la liberté? Et qu'en est-il de la censure? Peut-on encore parler de censure à l'ère d'Internet? En tout cas, moi, dans mon domaine, qui est le roman, on ne subit pas de censure. Alors, ce qui peut arriver, je pense, c'est que peut-être il peut y avoir des livres qui peuvent avoir des difficultés à entrer sur le territoire, mais après, les gens peuvent toujours aller l'acheter ailleurs, le commander sur Internet et tout. En fait, aujourd'hui, concrètement, mettre en place une censure, ça me paraît concrètement difficile. Donc, il faut passer par autre chose, quoi. Pour pas que les gens aient accès à ça, il faut faire en sorte que les gens n'aient pas envie d'y avoir accès ou n'aient pas d'intérêt. Donc, c'est plutôt, bah, c'est ce que avait très bien fait Hassan II. Hassan II, il comprend très bien vers le milieu des années 70. Il se dit, bon, les idées de la gauche, elles commencent à prendre un peu trop de place. Les gens, ils sont un peu trop en train de lire Marx et tout ça et tout. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Plutôt que, bon, au-delà du fait que, bien sûr, il censurait, mais il y avait aussi cette idée, une personne moins éduquée, une personne moins alphabétisée, une personne qui ne va pas à l'école et qui ne va pas à la fac, bah, c'est une personne qui va lire moins de livres, donc qui va avoir moins de goût de la liberté. C'est un très bon raisonnement et il a appliqué ce raisonnement. Quels sont les tabous aujourd'hui? Je ne sais pas si c'est un tabou, mais je pense qu'il y a une chose très importante. Il y a deux choses, à mon avis, qui me paraissent très importantes. La première, c'est la question de la place de la religion dans notre société. Est-ce que finalement, on est tous d'accord? Est-ce que dans notre projet de société commun, on est tous d'accord avec la place qu'a aujourd'hui la religion dans notre société? Je pense que beaucoup, beaucoup de gens au Maroc, et pas forcément que les bourgeois des beaux quartiers de Rabat et Casa, pas du tout. Je pense que beaucoup de gens seraient favorables à, je ne vais pas dire le mot laïcité parce que c'est un mot trop fort, mais à une forme de sécularisme, c'est-à-dire à, euh, à une séparation quand même un peu entre la loi et la religion. Mais je pense que même ces gens n'oseraient jamais le dire. C'est un très très grand tabou. Parce qu'il y a cette idée que si vous pensez ça, vous êtes un mécréant, vous êtes un impie, vous n'avez pas de respect pour votre religion, pour votre culture, etc., etc., etc. Donc pour moi, ça c'est le grand tabou. Le deuxième grand tabou, à mes yeux, c'est la question de la relation à l'autre et j'allais dire au monde occidental. On vit dans un pays, le Maroc, qui s'appelle l'Occident, Maghreb. Et moi, très souvent, les gens ils me disent alors, toi, Leïla, en tant qu'orientale, et je leur dis toujours, mais moi, je ne suis pas une orientale, en fait, je ne suis pas libanaise, je ne suis pas jordanienne, je suis marocaine. Donc, moi, j'appartiens à une partie du monde qui est occidentale. Je pense que le Maroc a des relations depuis maintenant un siècle et demi extrêmement fortes avec le monde occidental et avec l'Europe en particulier et avec deux pays en particulier qui sont la France et l'Espagne. Ce sont des pays avec lesquels on a des relations quotidiennes, qui sont présents dans notre environnement partout. Vous d'interroger n'importe quel Marocain dans la rue à Rabat, vous lui demandez qui est le Premier ministre en France, il sait qui est le Premier ministre en France. Donc il y a une grande ouverture sur ces pays-là. Et en même temps, je trouve que c'est installé un rapport à l'Occident qui est devenu très négatif, parfois même haineux. Et je trouve que c'est vachement dommage, parce que je trouve que le Maroc a une grande force dans cette ouverture vers le monde et dans cette ouverture vers l'Europe, dans la maîtrise des langues et tout. Et je trouve ça dommage qu'on manipule les gens et qu'on veuille leur dire que finalement on n'aurait rien à voir avec ce monde. Pardon. Donc ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose qu'il faudrait développer. Moi, je trouve que les jeunes Marocains, ils devraient apprendre
le plus de langues possible, on devrait les faire voyager, faire ouvrir vers le monde cette idée que voilà, nous ne sommes que un pays arabe, qui doit parler l'arabe et qui doit être fidèle à un certain nombre de traditions de pays avec franchement parfois lesquels on ne partage rien. Je trouve que voilà, il faut une grande réflexion sur, notre diversité culturelle et je trouve que c'est un pays qui est merveilleux par sa diversité culturelle. Je veux dire, c'est quand même un pays, vous vous rendez compte le nombre de langues qu'on parle? Je sais pas, le nombre de références qu'on a dans notre littérature, dans notre musique, dans tout et c'est pas assez mis en avant, je trouve. Mmh. Mais il y a, une belle dynamique dans ce sens-là, Bah, justement. voilà Je pense que et les heureusement, il y a des artistes pour la ouais, mettre en avant et je trouve que c'est ah, magnifique. Il faut vraiment que l'État, les autorités, le ministère de la culture nous poussent, nous aident parce que c'est nous, voilà, j'espère que c'est nous l'image de ce mmh, Maroc, divers, voilà, et sans honte. Moi, dans ma famille, il y a toutes les religions et je vois pas pourquoi j'aurais à m'excuser de ça. Je trouve que c'est très bien et ça fait pas de moi une moins bonne Marocaine que les autres. mmh. J'ai eu toutes les langues, toutes les religions et je trouve ça très bien. Donc, est-ce que pour être un vrai Marocain, faut se marier que entre Marocains, non, je trouve ça ridicule et pour moi, c'est pas ça la définition du Maroc. Alors je lis, justement un commentaire de alors monsieur Larbi Aït alors: «Bonsoir mademoiselle, je remercie celles et ceux qui ont initié ce débat. Je vous remercie aussi de votre franc-parler. Seulement beaucoup de zones d'ombre dans vos idées restent à éclaircir: la liberté, la sexualité, la situation de la femme dans la société, l'émancipation, la relation à la littérature, au rêve, à l'imagination. Tout ça n'aura de sens que dans une vision, un modèle de société autre que ceux qui existent.» C'est tout ce Bah que oui, nous avons évoqué, absolument. oui. Alors, bon, déjà, si vous voulez éclaircir les zones d'ombre, c'est pas pour faire la pub de mes livres, mais moi, je vous conseille de lire mes livres parce que ce sont des sujets que je traite dans absolument tous mes livres. Ce sont mes obsessions. Donc, je pense que vous arriverez à mieux voir ma vision du monde. Bah, écoutez, là, moi, je sais que bah, j'ai lu ça, qu'au Maroc, il y a eu une grande commission qui s'est réunie sur les histoires de modèles de développement, Mmh. etc., et qu'ils vont rendre leurs conclusions. Et tous les soirs dans ma chambre, je prie et j'envoie des ondes en me disant j'espère qu'ils ont donné une place importante à la culture et à l'art. Ouais. Je veux dire, il faut quand même voir aujourd'hui, ces 50 dernières années, il y a des petits pays, des pays avec moins de ressources que le Maroc, qui se sont développés comment et par quoi? Par la culture. Un pays qui a des grands artistes, qui développe la culture, qui développe l'éducation, dans un monde comme le nôtre, mais c'est un pays qui est au top. Ah, bah, il y a ma fille qui a débarqué. Non, et Ah. Antoine, Selma. Ah, ben voilà, il y a Selma qui est là. Selma, je suis en train de Bah, faire. écoute, Donc, ben voilà. peut-être qu'ils peuvent répondre. Selma qui est là. Bonsoir. Tu dis bonsoir, Selma. Désolée, hein. Je sais Bonsoir Salma. pas. Pas de problème, mais justement, bah, une dernière question pour clore et pour un peu ouvrir la perspective. Comme on est justement à la veille des élections, penses-tu que la réforme du code pénal, donc, qui traîne depuis plus de 10 ans, et notamment l'article 490, fera l'objet d'un positionnement de la part des acteurs politiques lors de la campagne électorale? Moi, je pense que oui. Pas de tous les acteurs politiques, mais je pense que d'après les remontées que j'ai, les informations que j'ai, que certains auront effectivement le courage de traiter de ces sujets. Et puis, j'espère aussi que dans le débat public qu'il y aura autour, les acteurs sociaux, les acteurs associatifs, les artistes et tout pousseront les partis dans leur retranchement pour qu'ils soient obligés de l'avoir. Mon amie Sonia Terab a fait dernièrement un débat, je crois que c'était sur la chaîne de ZEM avec des gens de différentes couleurs politiques, des gens plus conservateurs, des gens plus progressistes. Et honnêtement, c'est vraiment intéressant de voir qu'aujourd'hui, on peut, de manière calme mais plutôt sereine, sur un plateau, traiter de ces sujets. Donc, il faut en traiter sans, voilà, sans rentrer dans une forme d'hystérie, mais de manière tout à fait normale. Mm, mm. Écoute, merci beaucoup. Merci Merci à toi, merci à tout le monde pour, pour vos questions. pour les questions. Et puis, je donne rendez-vous au public pour la prochaine projection qui sera à la fin du mois d'avril. Et encore une fois, merci beaucoup, Leïla, pour ta Merci participation. beaucoup. Merci. Au revoir. Salut. Au Tu dis revoir, Selma.
Au revoir. Je te rends ta maman. Merci. Voilà.